en cas. Et puis ensuite, il y a les changements de nom. Ça aussi, ça mérite un peu d'explication. Puis je vous parlais du GFEV. Après tout, on a une certaine fierté à parler du groupe français qui a été le groupe pionnier dans le domaine. Et puis quelques mots historiques sur ce qui va arriver demain, en fait. J'espère, ou ce qui se passe actuellement chez nous. Alors, comment est-ce que ça avance? Ça n'avance pas. Si, voilà. Alors, tout d'abord, c'est une histoire qui commence et qui s'est encore beaucoup poursuivie ces derniers temps dans le monde germanique. Alors, voilà les noms dont vous avez tous entendu parler, pas nécessairement d'ailleurs pour les maladies vasculaires inflammatoires. Par exemple, Virchow, c'est un grand anatomopathologiste du 19e siècle. Il y a encore des Virchow Archives qui sont publiés régulièrement. Monkeberg, que tout le monde connaît pour la description du rétrécissement aortique calcifié, c'était en fait un spécialiste des vaisseaux. C'est à ce titre qu'il a décrit aussi les vascularites. Rokitansky, qui est probablement celui qui a décrit la première périartérite noueuse, je pense, avant même Kussmaul-Meyer, à peu près 10 ans avant. Et puis Wegener, et puis il y avait Schurg, il y en a eu d'autres, mais on va y revenir. Et tout ça, c'est entre la Prusse, les États allemands avant qu'existe l'Allemagne moderne, et l'Empire austro-hongrois. Donc, avec beaucoup de concentration, même dans le nord de l'Europe. Hambourg, toutes ces villes-là étaient des villes où il y avait des gens qui s'intéressaient à cela. Et puis, Kussmaul-Meyer, c'est à Freiburg en Brisgau, qui ont décrit cette première maladie. Et pour ceux qui sont germanophones, vous pouvez lire dans le titre qu'il y a une maladie inflammatoire des artères, Arterienkranken, et une insuffisance rénale qu'on appelait à l'époque mal de Bright, et puis une évolution avec une atteinte musculaire également. Donc, ça a été le premier diagnostic à propos d'un jeune homme qui avait 27 ans, qui s'appelait Karl Seuffart et qui habitait Gernsbach, juste à côté de Freiburg. Et l'autopsie a montré ces anévrismes. C'est la première fois qu'on décrivait des micro-anévrismes qui sont déjà, vous voyez, relativement gros. Et il y avait une atteinte également du tube digestif. Et le tube digestif et le rein ont été bien sûr très concernés par ces vascularites. Alors, si on essaye de les décliner, on voit des maladies apparaître. Donc, 1852, je pense que c'est le premier cas en fait de description de la PAN, puis Kussmaul-Meyer en 1866. Et puis après, en 1931, Wollville décrit ce qu'on appelle la PAN microscopique à l'époque, qui deviendra ensuite la polyangine microscopique. Mais quand on lit le papier de Wollville, c'est déjà une description de polyangine microscopique, car pour la première fois, il fait apparaître une atteinte rénale glomérulaire et non pas une atteinte rénale ischémique, comme on l'avait dans la périartérite noueuse. Entre 1936 et 1939, il y a plusieurs publications par Friedrich Wegener, qui était un anatomopathologiste également. Kussmaul-Meyer était pathologiste aussi, et qui décrit une vascularite avec un granulome. Alors, ce n'est pas lui qui a donné le nom à la maladie, ça s'est imposé par la suite. Lui, il a rapporté, lors d'une réunion, quelques observations de ce qui était une maladie nouvelle à l'époque. Et puis après la guerre, dans les années 50, Schurg et Strauss, alors c'est Monsieur Schurg et Madame Strauss, aux États-Unis, bien qu'ils aient des noms germaniques, eux, ils avaient fui le régime nazi et dans les années 50, ils décrivent ce syndrome de Schurg-Strauss. En 1954, c'est Goldman et Schurg qui attribuent le nom de Wegener à ce que Wegener n'avait pas appelé lui-même maladie de Wegener. Et puis la toute dernière décrite, à part quelques variantes sur lesquelles on reviendra, c'est la maladie de Kawasaki en 1967. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment tout ça s'est décliné. On commence par la PAN, puis on la divise en PN macro et PN micro, avec l'ambiguïté que ce soit en fait deux formes cliniques de la même maladie, alors que ce n'est pas du tout cela. Wegener décrit sa maladie à peu près à la même époque. Et puis ensuite, on va les séparer, ces affections, avec pendant très longtemps, quand j'ai commencé mes études et quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, PAN micro était une forme clinique de la PAN.
alors qu'en fait, elle se rapproche beaucoup plus de Wegener et de Churg-Strauss. Et ce qu'on a isolé aussi à l'époque avec ces bons anatomopathologistes, c'est qu'il y avait des vascularites et puis qu'il y avait des maladies granulomateuses. Et quand on prend la maladie de Wegener, le granulome est parfois tellement important qu'on a du mal à trouver les vaisseaux qui sont des vaisseaux, bien sûr, avec une angine nécrosante. Et Alarcón Segovia, qui est un collègue mexicain, aujourd'hui décédé, vous voyez son nom régulièrement circuler parce que c'est assez connu et il y a une rhumatologue célèbre qui s'appelle Alarcón Segovia aussi. Et il avait bien montré qu'il y avait ces deux versants, granulome et vascularite, et qu'il y avait des maladies qui étaient vraiment du côté vascularite, comme la PAN, où il n'y a pas de granulome, des maladies qui étaient autrement à cheval sur les deux, très granulomateuses comme le Wegener, et puis le syndrome de Churg-Strauss, qui est une angéite granulomateuse, donc qui était à mi-chemin entre les deux. Et puis la dernière vascularite décrite, c'était donc celle décrite par M. Kawasaki, qui est un pédiatre japonais. Alors, ce sont des observations, vous voyez que c'est un petit garçon asiatique, et avec la desquamation palmoplantaire, la kéiléite, que l'on voit ici très bien, une espèce de pseudo-rougeole au début, mais avec des ganglions, puis surtout une atteinte vasculaire, inflammatoire, puisqu'il y a des anévrismes coronaires, des modifications de la taille des coronaires, et celui qui est en bas à droite, qui est un Africain que j'ai soigné, qui avait une nécrose distale des pieds. Vous voyez qu'il a aussi une desquamation, c'est pour ça que je vous montre ses pieds. Et cette desquamation pseudo-carnitiniforme est très évocatrice de la maladie. Alors, voici la maladie de Kawasaki. Vous voyez à droite les coronaires, très irrégulières. Il y a un anévrisme très proche de l'interventriculaire antérieur. Et sur la photo de gauche, vous avez M. Kawasaki au milieu, le doyen de la faculté, le professeur Ozaki, il y a moi-même, et la grande dame, c'est Cornelia Weyand, dont vous entendrez encore beaucoup parler, puisqu'elle s'est beaucoup intéressée à démembrer la pathogénie de ce qu'on appelle la maladie de Horton, qui est l'artérite à cellules géantes. Et ça, c'est au Japon, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, la deuxième étape, c'est l'histoire des ANCA. Alors, les ANCA ont été décrits dans les années 80, 85 pour être très exact, à la fois en Australie et à la fois en Europe. Mais c'est vraiment les Européens qui se sont imposés. Et ça n'était pas la première fois, mais on avait ici quand même un anticorps dirigé contre des grains contenus dans le cytoplasme. Donc ces anticorps anti-cytoplasme et pas des anticorps antinucléaires qui étaient le lot commun de toutes les maladies auto-immunes jusque-là. Alors, on a décrit pas mal d'anticorps, mais la lactoferrine, etc. Mais ici, les deux qui nous intéressent aujourd'hui, c'est l'antiprotéinase 3, qui donne une fluorescence cytoplasmique diffuse, et puis les anti-myéloperoxydases, qui donnent une fluorescence périnucléaire, parfois un peu difficile à comprendre, qui se confond souvent avec des anticorps antinucléaires d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que l'ELISA est très intéressant. Et aujourd'hui, vous savez que la sécurité sociale vous remboursera d'abord une fluorescence, et si elle est positive, on fera l'ELISA. Alors qu'en fait, on a publié il y a déjà quelques années avec un groupe européen, il fallait en fait faire de l'ELISA d'abord et que la fluorescence n'avait en fait que peu d'importance et peu d'intérêt. Mais c'est resté comme ça dans la nomenclature, bon, c'est comme ça en France. Alors les deux personnes qui ont été vraiment très pionniers dans le domaine, c'est Foucault van der Voorde, qui était à l'époque un étudiant en thèse, et Alan Vie, qui était à l'époque le patron du laboratoire d'immunologie de Copenhague. Et ils ont décrit ces ANCA, et puis ils ont été beaucoup plus loin, puisqu'ils les ont rattachés aux vascularites nécrosantes, et plus particulièrement à la maladie de Wegener. Et pour vous raconter une anecdote que Caroline Savage, qui à l'époque était à Cambridge, m'a relatée il n'y a pas très longtemps, quand on a commencé à faire ça dans les années 85, on a essayé nous aussi de les implanter à Paris. Et ce n'était pas si facile que ça. En fait, ça s'est implanté à Toulouse. Et puis, après, on a fait tester des malades. On a testé toute une population de malades et tous les tests étaient négatifs, absolument tous. Donc, on ne comprenait pas qu'on ne reproduisait pas dans ces vascularites les tests positifs. Et en fait, tous les malades qu'on avait confiés à Caroline Savage, qui faisait ça à Cambridge,
eh bien, c'était tout simplement des périartérites noueuses. Et vous savez qu'il n'y a pas d'ANCA dans les périartérites noueuses et que c'est même un critère d'exclusion pour cette maladie que d'avoir des ANCA. Donc, l'histoire, la petite histoire, a rejoint en fait les diagnostics intéressants. Alors, Faucon van der Voorde est malheureusement décédé il y a, à l'âge de 50 ans, il y a très peu de temps. Enfin, très peu de temps, il y a quelques temps maintenant. Et puis la deuxième étape, hein, c'est Ron Falk et Charles Jeannet à Chapel Hill qui ont décrit les anticorps anti-myélopéroxydase. C'est donc une très importante victoire. Mais s'il y a eu une ère moderne où on a développé énormément de choses dans le domaine des vascularites, ça a été la création des groupes. La création des groupes de patients, France Vascularite, la Vascularist Foundation aux États-Unis, les 3 groupes internationaux, le GFEV en premier en 1980, puis quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard, le groupe européen qui a changé de nom, et puis plus récemment le groupe américain, le VCRC. Et tous ces groupes ont plutôt bien collaboré. Il n'y a pas énormément de monde, donc ça facilite quand même les échanges. Et puis, on a créé ce qui étaient les ANCA workshops. Et le premier ANCA workshop, auquel je n'étais pas d'ailleurs, en 1988 à Copenhague, c'était 10 personnes qui se réunissaient autour d'une table. Et au deuxième auquel j'étais, à Leiden, on était peut-être 20 dans la salle. Et maintenant, évidemment, c'est devenu une grosse affaire. Alors, les ANCA, vous avez les divers, en tout cas les premières réunions que je vous cite ici. Et puis après, il y en a eu bien sûr beaucoup d'autres. Et je veux dire qu'à chaque fois, il y avait des vrais scoops. On a décrit des choses, on a rassemblé les cliniciens et les chercheurs biologistes, et ça a pu faire avancer non seulement la découverte fondamentale, mais également la recherche clinique et la description de corps de patients, puis les classifications. Et tout ceci grâce aux personnes que vous voyez affichées ici. Alors, Anthony Fauci, vous le connaissez pour le Covid, les plus anciens pour le VIH, et moi, je l'ai connu à l'époque où il s'intéressait aux vascularites nécrosantes. Et c'est le premier qui a publié l'utilisation de l'endoxan dans la maladie de Wegener. Avec Christian Trépeau qui est en dessous, on a décrit, c'est un Français qui a découvert la responsabilité du virus de l'hépatite B dans la survenue des vascularites, donc de la périartérite noueuse, et on a mis au point ensemble le traitement antiviral dans ces vascularites nécrosantes qui se substituaient à l'endoxan et aux corticoïdes. Et puis Dwight Cohn, qui était à la Mayo Clinic, qui a dirigé comme une grande équipe dans le domaine, et puis Stefano Bombardieri, qui est toujours actif en Italie, retraité maintenant, mais toujours très actif quand même dans le domaine, et qui est celui qui a décrit le lien entre l'hépatite C et les cryoglobulinémies. Et puis les vétérans, alors je me suis mis dans les vétérans avec des noms que vous connaissez, Kallenberg, qui était le patron de l'équipe qui a décrit les ANCA pour la première fois, Gary Hoffman, un grand homme à Cleveland des vascularites, Paul Bacon, aujourd'hui décédé, avec qui on a mis au point les bolus de cyclophosphamide, Charles Piusses, un néphrologue, et puis Gene Under et Leonard Calabrese, qui sont l'un le premier à la Mayo Clinic et l'autre qui est encore présent à Cleveland. Et Wolfgang Gross, qui a pris sa retraite, qui était à Hambourg, vraiment la filiation de Wegener, lui. Et puis la nouvelle génération, alors il y a des gens que vous connaissez très bien, je distingue Benjamin sur ces plaques, Xavier Puéchal, mais vous en avez d'autres, étrangers, alors ou pas étrangers. Christian Pagnou, qui était mon adjoint, qui est parti au Canada, où il a fait un groupe à Toronto. Alfred Marr, qui est maintenant en Suisse. John Stone, lui, ce n'était pas dans mon équipe, mais il est professeur à Harvard. David Jane à Cambridge, Pierre Charles qui est à l'Institut Montsouris et qui a beaucoup fait aussi dans les vascularites en cas et le traitement. Et Peter Merkel, enfin, très actif et même activiste dans le domaine des classifications et des protocoles vascularites aujourd'hui. Alors, un des premiers aboutissements cliniques, ça a été la classification de Chapel Hill. Il y a eu 2 classifications, une en 1994 et la deuxième en 2013. Enfin, en 2012, elle a été publiée en janvier 2013.
d'arthritis et rhumatisme, et qui aujourd'hui permet en fait de tout comprendre. Et ce sont les personnes qui sont ici, vous voyez, les 20 ou 25 personnes qui sont là, qui ont établi cette classification avec le principal acteur qui est le monsieur avec la barbe blanche, Charles Jeanette, que vous avez déjà vu tout à l'heure, un verre à la main à la droite de l'écran. Et donc une équipe qui a abouti à ça. Et ça a été des semaines de travail et puis ensuite des jours de conférences avec une dirigeant qui était Charles Jeanette, extrêmement actif. Il fallait répondre à toutes les questions, je peux vous dire. Hein. Et quand vous lui disiez, non, ça, je ne suis pas sûr, je ne sais pas, il a dit, si tu es ici, tu es le spécialiste, tu tranches, car si tu n'es pas le spécialiste, tu t'en vas. C'était donc assez clair. Et on a sorti ça avec les vascularites des gros vaisseaux, artéries de Takayasu et à cellules géantes, les vascularites des moyens vaisseaux, la PN et le Kawasaki, et puis l'énorme groupe des vascularites des petits vaisseaux, elles-mêmes subdivisées en maladies immunes complexes et en maladies associées aux ANCA, avec 3 affections, la polyangine microscopique, la polyangéite avec la granulomatose avec polyangéite, qui est le Wegener, et puis la maladie de Churg-Strauss, qui est une granulomatose éosinophilique avec polyangéite. Alors, on a toujours, et moi j'utilise encore les noms, donc quand je fais une feuille d'ALD pour la sécurité sociale, je mets ce qui est sur la nomenclature, donc j'écris maladie de Wegener et j'écris Churg-Strauss, et pas GPA et GEPA, parce que les nomenclatures vont changer progressivement. Mais il est arrivé un moment où il fallait mettre un terme à certains éponymes. Et tout ceci est parti de l'histoire de Wegener et de l'affaire Wegener. Donc, d'abord, on voulait quand même avoir des noms qui reflètent la description de la maladie et supprimer les noms propres. Alors, Wegener, ça décharge, il faut rappeler que ce n'est pas lui qui a nommé la maladie de Wegener. Cette photo s'est prise avec lui-même à Zweibrücken pour son 83e anniversaire. J'ai été convié à cette conférence qu'il a donnée, puis à d'autres conférences. C'était un espèce d'Anka workshop, d'ailleurs, on était une quarantaine. En 90, et à ce moment-là, il voulait créer un prix Wegener, et puis il y a eu quand même quelques réticences parce que Wegener était membre du parti nazi pendant la guerre. Et avant la guerre, dès les années 30, 33, il était membre du parti nazi. Je pense que tous les professeurs de la faculté devaient être membres du parti nazi aussi à l'époque. Et pour la fin des éponymes, je vous cite cette autre pièce de théâtre qui s'appelle « À tort et à raison ». Et si vous avez l'occasion de la voir, elle ne passe plus aujourd'hui, là c'était avec Michel Bouquet. C'est l'histoire de Furtwängler. Furtwängler, qui était le célèbre chef d'orchestre, qui était lui aussi membre du parti nazi, qui a joué devant Göring, Hitler et toute la clique de l'époque, et lui-même disant « mais j'ai sauvé des Juifs, je mettais ma baguette comme ci, comme ça ». Enfin, c'est une pièce absolument remarquable qui montre toutes les ambiguïtés du personnage, mais toutes les ambiguïtés aussi de la décision de le condamner ou de ne pas le condamner, car il y a eu des interrogatoires et des procès à la fin de la guerre pour Furtwängler, comme il y en a eu pour Wegener également, et les deux avaient été blanchis. Mais entre les blanchir et continuer à garder le nom de la maladie, un groupe, vous avez les signataires ici, Falk, Wolfgang Gross, moi-même, Gary Hoffman, etc., on a décidé de trouver un nom alternatif à la maladie de Wegener. Et puis, on voulait le faire aussi pour d'autres maladies, la maladie de Behçet, et puis d'autres affections. Et je vais vous citer ce qui ne s'est pas fait. Alors, ce qui s'est fait, c'était donc Wegener, ça a changé de nom. Et puis, Churg-Strauss, ça a changé de nom également, parce que c'était des maladies très proches, avec les éosinophiles, donc on a pu changer. Alors, quand on voit l'histoire, ce pauvre Churg, lui, il avait fui le régime nazi, et l'autre était dans le régime nazi. Donc, il y en a un qui a été quand même victime des années après. Il est décédé il y a peu de temps, Churg, j'ai connu aussi. Et on aurait bien aimé garder son nom, mais ça n'a pas été le cas. Mais il y a certaines maladies qui gardent leur nom propre, et pour des raisons de politique actuelle. Et la politique actuelle, ça a été Behçet. Et Behçet, c'est un Turc. Les Grecs appellent cette maladie la maladie d'Adamantiadès.
Et dans beaucoup de littérature internationale, on trouve Adamantiades B7 ou le contraire. Et c'était un conflit majeur. On aurait sûrement sorti des troupes en Méditerranée si on avait vraiment exigé de supprimer ces deux noms. La même chose pour Takayasu. Les Japonais se sont révoltés et donc ont exigé qu'on maintienne le nom alors que nous avions une alternative. Et puis Kawasaki était encore vivant et est encore vivant, donc on a décidé de ne pas modifier le nom de la maladie de Kawasaki. Alors, dans les quelques dernières minutes, je vais vous parler du GFEV, donc Groupe français d'études des vascularites, et qui a vécu essentiellement par ses études cliniques prospectives. Il y en a eu nombreuses, 20, 22 ou peut-être même 25, mais tout est parti de ce papier. Ce papier du New England, signé par Fauci, qui, dans une petite série de 17 malades en ouvert, donne de l'endoxan à des patients qui avaient échappé à la corticothérapie et qui étaient en très mauvaise posture. Ils avaient déjà eu des corticoïdes pendant des mois et des mois. Et 14 sur les 17 ont survécu et 3 sont décédés. À partir de là, c'était donc le cyclophosphamide en rattrapage. Et nous, la première étude que l'on a lancée, prospective, randomisée, alors elle a commencé avec le groupe Vascularite en décembre 80, donc début 81, et il a fallu 10 ans pour en publier les résultats. Là, on a décidé de tester le cyclophosphamide en première ligne thérapeutique chez les patients qui avaient une vascularite nécrosante qui, à l'époque, n'était pas due aux ANCA, puisqu'on traitait des PAN, des CHURG et probablement quelques Wegener mélangés à cela, parce que la classification n'existait pas de façon aussi bonne qu'aujourd'hui. Et en tout cas, on a démontré que le cyclophosphamide et les corticoïdes et des échanges plasmatiques, car à cette époque, on donnait des échanges plasmatiques à tout le monde, eh bien, ça avait un effet positif, ça améliorait la qualité de vie des patients, et puis il y avait une diminution du nombre de rechutes, même s'il n'y avait pas une différence majeure sur la survie. Vous voyez que c'est une survie à 10 ans, et il faut savoir que quand on donne de l'endoxan pendant longtemps, car à l'époque on en donnait longtemps, il y a aussi une toxicité due aux médicaments. Et puis après, je vous invite à lire ce papier qui est dans la presse médicale, Quarterly Medical Review, où j'ai retracé tout l'historique de ces vascularites et retenir avec vous simplement quelques points. C'est que ce groupe a mis au point le traitement antiviral. Alors, dans les PNHBV, la maladie a disparu aujourd'hui, mais ça a été appliqué pour une deuxième maladie qui a disparu, qui est la cryo-VHC. L'idée de traiter les cryo-VHC, non pas par de l'endoxan, mais par d'abord des antiviraux quand on a simplement une cryo, puis ensuite, lorsqu'il y a des signes cliniques, par du rituximab en particulier, puis après, éventuellement, des échanges plasmatiques si ça échappe, ça vient des travaux de ce groupe sur la PAN. Alors, c'est 2 maladies virales vascularitiques où on a fait disparaître la maladie. L'indication du cyclophosphamide de première intention, c'est le premier essai randomisé international, national, mais qui a eu un retentissement international. Les bolus de cyclophosphamide que j'avais mis au point avec Paul Bacon, on s'est même réunis à Birmingham pour voir quelle séquence on adopterait tous les deux pour faire la même chose. La description des phénotypes du CHURG, actuellement ça vous paraît évident, mais les formes à tropisme cardiaque et les formes à tropisme, on va dire, plus rénal, vasculaire, c'est notre groupe qui l'a fait également. Et puis, les traitements d'entretien des vascularites à ANCA par le rituximab, ça, c'est également un point dont je parlais tout à l'heure. En tout cas, 22 études prospectives publiées à ce jour. Il y en a d'autres depuis, puisque comme on commence longtemps avant, il y en a encore qui vont sortir, sur 1645 patients dans ces premiers essais. Et d'ailleurs, dernier édito, là, ça date quand même de 2022, je pense. C'est lorsque nous avons sorti le dernier traitement des vascularites à ANCA en entretien. Gary Hoffman a fait cet éditorial, Vascularitis Again, Changing the Standard of Care, et je crois que vraiment, c'est ce que nous avons réussi à obtenir. Alors, le groupe français a un retentissement avec des collaborations internationales, c'est tous les petits points marrons. Oui, il y en a partout, sur tous les continents. Et donc, c'est une assez grande satisfaction d'avoir ça. Et d'ailleurs, c'est une partie du groupe, alors ceux qui sont
Vous pouvez reconnaître des individus. Il n'y a pas tout le monde, hein. Il en manque encore beaucoup. Bon, Alfred-Mar n'est pas là, mais il y en a d'autres qui sont là. Il y a des collègues argentins, français, belges, plein de pays. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Et pour le futur, alors les progrès scientifiques ont permis d'améliorer la classification, la description, la compréhension des mécanismes. Et les étapes, ça a été l'ANAPAT, la description clinique, les anticorps, la virologie, et puis la pathogénie avec des mécanismes cellulaires. Alors le futur, moi je vois un certain intérêt pour la génétique. Alors je me trompe probablement pas beaucoup. Ce que nous aurions pu faire et qu'on n'a pas fait, je le regrette beaucoup, ça c'est des malades que j'ai vus en 2003. Deux frères avec une PN atteintes du système nerveux périphérique et du système nerveux central. Et la lettre que j'ai écrite aux collègues qui m'avaient adressé ce malade, ils venaient d'Italie, ces deux frères. Quelle est l'origine de cette maladie? Dans la mesure où cela survient chez deux frères et malgré l'absence d'antécédents comparables dans les générations précédentes, une cause génétique doit bien sûr être évoquée. J'ai fait des prélèvements à cette fin. Ils sont toujours dans un congélateur, dans un laboratoire. Ils vont être prochainement traités par un service, bien sûr, ça n'a jamais été le cas. Et ceci nous donnera sûrement une orientation étiologique. L'orientation étiologique a été trouvée de nombreuses années après, c'est l'ADA2. Le déficit, ils avaient ça, ces malades-là. Et ça a été découvert donc 11 ans plus tard, avec le même tableau clinique et cette description, avec un gène, qui est une mutation du gène CECR1, qui induit un déficit en adénosine déaminase 2. Alors, je pense qu'il y a encore des progrès en génétique. On a écrit le Vexase récemment, mais c'est un peu à cheval sur les vascularides, donc je n'en ai pas parlé dans cette présentation. Mais je pense qu'il y aura encore des nouvelles entités qui vont être décrites. Et puis, je pense qu'un jour ou l'autre, on aura des marqueurs génétiques qui vont nous permettre peut-être de classer les patients selon, par exemple, qu'ils sont rechuteurs ou non rechuteurs. Ça seront peut-être des outils pour adapter le traitement. Mais ça, c'est encore du domaine du rêve et de la science-fiction, mais après tout, pourquoi pas. Et j'en ai terminé en 30 minutes, pile. Donc, je suis à votre disposition pour une ou deux questions. Merci beaucoup, Loïc. Parmi les personnes connectées,